Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille nommée Cendrillon. Sa beauté était naturelle et sa bonté illuminait tout autour d'elle, mais sa vie n'était pas aussi brillante que son cœur. Après la mort prématurée de son père, elle se retrouva à la merci de sa belle-mère, une femme froide et calculatrice, et de ses demi-sœurs, Javotte et Anastasie, aussi cruelles qu'envieuses. Cendrillon fut reléguée au rôle de servante dans sa propre maison, vouée à accomplir les tâches les plus ingrates. Alors que ses demi-sœurs portaient de riches robes et se pavanaient dans les salons, Cendrillon vivait parmi les cendres de la cheminée, d'où lui venait son surnom. Mais, malgré tout cela, elle ne perdit jamais espoir. Chaque matin, alors que les premières lueurs du soleil embrassaient l'horizon, elle priait en silence, croyant fermement que des jours meilleurs viendraient. Un jour, une grande annonce fit vibrer tout le royaume. Le roi, souhaitant marier son fils unique, Cendrillon fut emmené au palais où le prince l'accueillit avec un sourire rayonnant. Ils se marièrent peu de temps après dans une célébration où tout le royaume fut invité. Quant à sa belle-mère et à ses demi-sœurs, elles restèrent dans l'ombre, réalisant trop tard qu'elles avaient abusé de la bonté de celle qui était maintenant reine. Et Cendrillon, avec son cœur pur et son âme fidèle à l'espoir, vécut heureuse pour toujours, transformant ses cendres d'hier en lumière éternelle. Et parfois, la vie a cette façon c'est ceux qui osent croire en leurs rêves. Organisait un bal somptueux. Toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées. Cendrillon fut emmenée au palais, où le prince l'accueillit avec un sourire rayonnant. Ils se marièrent peu de temps après dans une célébration où tout le royaume fut invité. Quant à sa belle-mère et à ses demi-sœurs, elles restèrent dans l'ombre, réalisant trop tard qu'elles avaient abusé de la bonté de celle qui était maintenant reine. Et Cendrillon, avec son cœur pur et son âme fidèle à l'espoir, vécut heureuse pour toujours, transformant ses cendres d'hier en lumière éternelle. Et vous savez quoi? Parfois, la vie a cette façon magique de récompenser ceux qui osent croire en leurs rêves. Javotte et Anastasie passèrent des jours à choisir leurs robes et à se maquiller, excitées à l'idée de rencontrer le prince. Cendrillon, quant à elle, n'osa d'abord pas espérer, mais dans un élan de courage, elle demanda « Belle-mère, puis-je moi aussi aller au bal ?»« Toi, avec ces haillons? Si tu parviens à terminer toutes les corvées ici, et si par miracle tu trouves une robe convenable, tu pourras y aller. » Bien sûr, elle savait tout très bien que c'était impossible. Ce soir-là, quand la maison se vida et que la famille partit pour le bal, Cendrillon s'assit dans le silence, le cœur lourd, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. C'est alors qu'une lumière douce envahit la pièce. Une femme âgée, vêtue d'une robe scintillante, apparut soudain devant elle. « Ne pleure pas, mon enfant. Je suis ta marraine la fée, et ce soir, tu iras au bal. » Avec un sourire et un coup de baguette magique, la marraine transforma une citrouille en un magnifique carrosse doré, des souris en chevaux fringants et un vieux chien en valet digne d'un roi. Enfin, avec un dernier mouvement de sa baguette, les haillons de Cendrillon devinrent une somptueuse robe de bal, complétée par des pantoufles de verre étincelantes. « Souviens-toi, ma chère, le charme prendra fin au dernier coup de minuit. Tu dois être rentrée avant. » Dans une explosion, Cendrillon arriva au palais. Sa beauté était telle que tout le monde s'arrêta pour la regarder. Même le prince, qui était habitué aux riches dames du royaume, fut frappé par son élégance naturelle. Il lui tendit la main, l'invita à danser, et pendant toute la soirée, il ne la quitta pas du regard. Le temps passa si vite que Cendrillon ne remarqua pas l'horloge approcher de minuit. Alors que le dernier coup retentissait, elle se précipita hors du palais, perdant une de ses pantoufles de verre sur les marches. Elle monta dans son carrosse, qui se transforma en citrouille au moment même où elle atteignit sa maison. Elle rentra essoufflée, son cœur battant encore à l'idée de la magie qu'elle venait de vivre. Le lendemain, le prince fit une proclamation. La mystérieuse jeune femme qui avait captivé son cœur serait retrouvée. L'une des pantoufles de verre avait été laissée derrière et il la fit porter dans tout le royaume, cherchant celle dont le pied s'ajusterait parfaitement à cette chaussure unique. Quand l'envoyé royal arriva chez Cendrillon, Javotte et Anastasie essayèrent désespérément la pantoufle, mais leurs pieds ne rentrèrent pas. Alors que l'envoyé s'apprêtait à partir, Cendrillon intervint timidement.
Puis-je essayer? Sa belle-mère ricana avec mépris, mais l'envoyé royal accepta. Lorsque la pantoufle glissa parfaitement sur son pied, le silence tomba, bientôt remplacé par les éclats de joie des serviteurs du prince. Cendrillon fut emmené au palais, où le prince l'accueillit avec un sourire rayonnant. Ils se marièrent peu de temps après dans une célébration où tout le royaume fut invité. Quant à sa belle-mère et à ses demi-sœurs, elles restèrent dans l'ombre, réalisant trop tard qu'elles avaient abusé de la bonté de celle qui était maintenant reine. Et Cendrillon, avec son cœur pur et son âme fidèle à l'espoir, vécut heureuse pour toujours, transformant ses cendres d'hier en lumière éternelle. Et vous savez quoi? Parfois la vie a cette façon magique de récompenser ceux qui osent croire en leurs rêves. Dans une ville moderne où les gratte-ciels touchent presque les nuages et où les voitures électriques. C'était une journée ensoleillée idéale pour le grand marathon du parc Techno, une course annuelle qui attirait des participants de tout type, animaux comme humanoïdes modernes dotés de gadgets dernier cri. Roger le lièvre était le coureur le plus rapide de cette course. Agile et fier, il ne manquait jamais de se vanter de ses records à ses amis et aux médias locaux. « Je suis imbattable », proclamait-il sans cesse. Roger était si confiant qu'il passait plus de temps à donner des interviews qu'à s'entraîner sérieusement. En revanche, Théo la tortue était un coureur totalement différent. Silencieux et humble, Théo portait un petit sac à dos contenant juste de l'eau et une tablette motivante qui affichait des messages encourageants tous les kilomètres. Ses amis l'encourageaient, mais même lui savait qu'il n'avait jamais vraiment fini premier dans une compétition comparable. Le jour de la course, Roger, vêtu d'une tenue aérodynamique, prévoyait de finir rapidement la course pour ensuite prendre une sieste bien méritée sous un arbre virtuel, tandis que Théo arborait ses bonnes vieilles baskets, tellement usées mais tellement fidèles. Au signal de départ, Roger bondit en avant, prenant immédiatement une avance considérable. Il riait pour lui-même, son esprit déjà préoccupé par ce qu'il raconterait aux journalistes après sa victoire. En un rien de temps, il atteignit la moitié du parcours. Convaincu qu'il était impossible pour Théo de le rattraper, il s'installa confortablement sous l'arbre virtuel préprogrammé pour une rapide sieste. Théo, de son côté, avançait lentement mais sûrement, inspiré par les messages de sa tablette. Persévérance est la clé du succès. Il passa devant les immeubles, les ponts en verre et finalement, aperçut le lièvre endormi à l'ombre de l'arbre. Théo continua simplement, pas après pas, avec détermination. Quand Roger se réveilla enfin, il fut stupéfait. Il vit la silhouette de Théo qui approchait de la ligne d'arrivée. Malgré sa rapidité incroyable, la distance était trop grande pour le lièvre qui vit Théo franchir la ligne d'arrivée en premier. Ce jour-là, toutes les caméras étaient tournées vers Théo, le héros de la course. C'était une victoire éclatante pour la patience et la détermination. Et même Roger, un peu honteux, dut admettre qu'il avait bien appris sa leçon, la patience et la persévérance font bien plus que la simple rapidité. Ainsi, dans cette course moderne, les valeurs anciennes continuent d'être célébrées. Il était une fois, dans un petit village entouré par la forêt, une fillette appelée Chaperon Rouge. Un jour, sa mère lui demanda d'apporter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère malade. Avant de partir, elle lui donna un conseil précieux: reste sur le chemin et, surtout, sois prudente avec les inconnus. Chaperon Rouge était curieuse et pleine d'énergie, mais elle savait que sa mère avait raison. Elle suivit le sentier à travers la forêt, chantonnant gaiement. Mais soudain, elle entendit une voix douce et intrigante. C'était le loup, qui l'observait depuis les ombres des arbres. Il s'approcha avec un sourire rusé. « Bonjour, petite Chaperon Rouge. Où vas-tu avec tant de joie ?» Chaperon Rouge se souvint des paroles de sa mère et répondit prudemment: « Je vais voir ma grand-mère qui est malade, monsieur. » Le loup, curieux, proposa un jeu: « Si tu réponds à mes énigmes, je te montrerai un chemin plus rapide. Sinon, je te raconterai une histoire effrayante. »
Es-tu prête à relever le défi? Chaperon rouge, intrigué, accepta le défi. Le loup lui proposa la première énigme, je traverse les champs, mais jamais ne marche. Je m'invite aux fêtes, mais jamais ne parle. Que suis-je? Chaperon rouge réfléchit. Puis elle sourit, le vent. Le loup, surpris par sa réponse rapide, continua avec une seconde énigme, je ne peux être touché mais je peux être cassé. Que suis-je? Elle répondit avec assurance, une promesse. Avec chaque énigme, Chaperon rouge devenait plus sage et plus alerte. Elle réalisa que le loup essayait de la distraire de son chemin. Avec une dernière énigme difficile, elle prouva sa sagesse et son courage. Finalement, elle arriva chez sa grand-mère. En racontant son aventure, sa grand-mère la félicita pour sa prudence. Les énigmes du loup t'ont appris à être prudente et à te méfier des inconnus. N'oublie jamais que tous ne sont pas ce qu'ils semblent être. Chaperon rouge rentra chez elle avec une leçon précieuse. La prudence et la sagesse sont ses meilleurs alliés dans la vie. Et depuis ce jour, elle se remémora toujours cette aventure avant de prendre une décision importante. La morale de l'histoire est de toujours écouter les conseils avisés et d'apprendre à discerner les intentions cachées des autres. Il était une fois, dans un petit village ensoleillé, un jeune homme nommé Étienne qui venait de perdre son père, un meunier pauvre mais aimant. À sa grande surprise, l'unique héritage qu'il reçut fut un chat, Oscar. Étienne se sentait déçu. Comment un simple chat pouvait-il être utile? Cependant, ce n'était pas un chat ordinaire. Oscar était rusé et doté d'une intelligence impressionnante. Dès le premier jour chez Étienne, il dit, « Ne t'inquiète pas, jeune maître. Fais-moi confiance, je vais transformer notre vie. » Étienne, amusé et un peu incrédule, décida de suivre les conseils de ce chat inhabituel. Oscar trouva vite une solution pour améliorer leur sort. Il enfila des bottes de cuir qu'il avait trouvées dans une vieille malle, ce qui lui conférait une démarche encore plus assurée. Il se rendit au château voisin où vivait le roi Albert. Sachant que le roi aimait les histoires incroyables et intéressantes, Oscar se mit à raconter des récits fabuleux sur Étienne, le présentant comme un noble dénommé le marquis de Carabas. Chaque jour, Oscar apportait des cadeaux au roi, prétendument de la part du marquis. Le roi, impressionné par la générosité et l'esprit du supposé marquis, décida d'inviter Étienne à son château. Oscar prépara son maître pour la grande rencontre, l'habillant comme un véritable noble. Le jour de la visite, Oscar manigança pour qu'Étienne croise la princesse Céleste dans les jardins royaux. Ils firent connaissance et s'apprécièrent immédiatement. Impressionné par le charme d'Étienne et les histoires d'Oscar, Céleste envisagea l'idée d'une amitié, peut-être même plus. Bien entendu, tout ne se passa pas sans quelques difficultés. Oscar dut déjouer les plans d'un sorcier jaloux du nom de Vlad qui avait entendu parler de cette amitié naissante. Grâce à son astuce et sa loyauté envers Étienne, Oscar réussit non seulement à protéger son maître mais aussi par la ruse et la loyauté d'Oscar, Étienne trouva un nouveau chemin dans sa vie, plein de promesses et d'aventures. Et bien sûr, il se souvint toujours que derrière chaque grand homme, il y a souvent un chat très astucieux. Il était une fois, dans un royaume enneigé, vivait une jeune princesse nommée Élodie. Élodie avait un pouvoir particulier, son cœur était fait de glace. Elle était capable de transformer tout ce qu'elle touchait en glace, et cela l'effrayait beaucoup. Pour cette raison, elle s'était isolée, ne laissant personne s'approcher trop près. Cependant, un hiver éternel menaçait son royaume, plongé dans un froid glacial. Les habitants craignaient que la magie d'Élodie n'en soit la cause. Déterminée à sauver son royaume et sa famille, Élodie décida de partir en voyage pour découvrir comment contrôler ses pouvoirs. Durant ce voyage, elle fit la rencontre de personnages extraordinaires. Premièrement, elle rencontra Léo, un lutin espiègle au grand cœur, qui lui montra l'importance de l'amitié. Ensemble, ils aidèrent une famille d'ours polaires à retrouver leur chemin,
apprenant qu'avec l'amitié, même les tâches les plus ardues deviennent possibles. Ensuite, Élodie croisa le chemin de Sarah, une vieille conteuse sage, qui lui raconta des histoires anciennes sur le pardon. Sarah l'encouragea à se pardonner pour toute la douleur qu'elle pensait avoir causée. Grâce à Sarah, Élodie comprit que le pardon est un acte de courage qui libère et réchauffe l'âme. Enfin, Élodie fit la connaissance de Tom, un renard rusé mais gentil, qui lui enseigna l'entraide. Ensemble, ils construisirent un abri pour les animaux de la forêt, réalisant que l'entraide est un pont qui relie les cœurs. À travers ces rencontres, le cœur d'Élodie commença à fondre peu à peu. Forte de ces nouvelles leçons, elle retourna chez elle, prête à affronter ses peurs. En voyant l'amour dans les yeux de sa famille, elle laissa enfin son cœur s'ouvrir. D'un geste, elle dissipa l'hiver, ramenant le printemps tant attendu. Élodie avait appris que l'amour sincère est comme le soleil. Il réchauffe même le cœur le plus froid et éloigne les ombres de la peur. La morale de son aventure demeurera à jamais: lorsqu'on laisse l'amour nous guider, on découvre en nous une chaleur capable de transformer le monde entier. Il était une fois, dans le royaume lumineux des mers, une jeune sirène nommée Mélodie. Mélodie était connue pour sa curiosité et son grand cœur. Un jour, elle entendit parler d'un joyau magique, le cœur de l'océan, qui représentait la sincérité et l'amour familial. Ce joyau aurait le pouvoir de renforcer les liens entre tous les êtres de la mer. Fascinée par cette idée d'unité et d'amour, Mélodie se mit en quête du joyau. Pour le trouver, elle dut accomplir une série d'épreuves mystérieuses préparées par les gardiens des mers. La première épreuve consistait à traverser un labyrinthe de coraux ensorcelés. Avec patience, Mélodie apprit à observer les courants et la danse des poissons pour trouver le chemin. La deuxième épreuve fut celle de la confiance. Un dauphin joueur nommé Azur l'accompagna, mais Mélodie doutait encore de sa réelle intention. Lorsqu'elle fut prise au piège dans un tourbillon, Azur, prouvant sa fidélité, plongea pour la sauver. Comprenant l'importance de faire confiance, Mélodie poursuivit sa quête avec son nouvel ami. La dernière épreuve mit à l'épreuve sa gratitude. Mélodie devait remplir une grotte sous-marine de lumière vivante, mais ne savait pas comment procéder. Elle réalisa que les créatures qu'elle avait aidées sur son chemin, comme un groupe de lucioles de mer, étaient venues l'aider en retour. Ensemble, ils illuminèrent la grotte d'une clarté resplendissante. Finalement, le cœur de l'océan apparut sous leurs yeux émerveillés. Mais au lieu de le prendre pour elle, Mélodie comprit que le vrai pouvoir résidait déjà dans les liens qu'elle avait tissés et l'amour partagé durant son voyage. En retournant chez elle, elle apporta avec elle non pas un joyau, mais des histoires et des amitiés inestimables. Et dans le royaume des mers, elle enseigna à tous que la sincérité et l'amour familial ne reposent pas sur des artefacts magiques, mais sur des cœurs ouverts et des actions bienveillantes. Ainsi, Mélodie devint non seulement une légende pour ses exploits, mais aussi un symbole de l'amour authentique que chaque être de la mer puisse exprimer. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Aurélia. Elle avait un pouvoir très inhabituel, son cœur était fait de glace pure. Cela la rendait distante et incapable de montrer ses émotions. Ses parents, le roi et la reine, étaient préoccupés, car bien qu'elle soit prête à succéder au trône, elle devait d'abord apprendre à connaître l'amour et la compassion. Un jour, Aurélia décida de quitter le château pour embarquer dans un voyage à travers le royaume. Elle espérait y trouver des réponses et un moyen de réchauffer son cœur glacé. Au cours de son voyage, elle rencontra un petit renard malin nommé Félix. Bien que méfiant au départ, Félix suivit Aurélia et lui montra la chaleur de l'amitié. Ils traversèrent des grottes glacées et des forêts enneigées, et, peu à peu, Aurélia apprit la valeur de la compagnie. Plus loin, elle trouva un village recouvert de neige éternelle, où les habitants vivaient reclus et tristes à cause d'une ancienne querelle jamais résolue. Aurélia, fortifiée de son amitié avec Félix, décida de les aider. Elle leur apprit l'importance du pardon, les convainquant de se réconcilier.
Sa volonté d'aider et de comprendre les autres la toucha profondément. Chaque acte de gentillesse qu'elle accomplissait la changeait, un morceau de glace de son cœur fondait. Un soir, alors que Félix et elle étaient adossés à un grand sapin, Aurélia réalisa que l'amour sincère, celui qu'elle ressentait pour sa famille et ses nouveaux amis, avait réchauffé son cœur. Elle retourna au château, transformée. Ses parents furent émus par le changement. Ils virent dans ses yeux la chaleur qu'ils désespéraient de voir un jour. Ainsi, la morale qu'Aurélia apprit pendant son périple est que l'amour et l'entraide peuvent réellement réchauffer même les cœurs les plus gelés. Le pouvoir n'est rien sans amour, et chaque cœur glacé peut un jour fondre sous la douce chaleur de l'amour sincère. Il était une fois, dans un royaume lointain recouvert de neige éternelle, une jeune princesse appelée Élodie. Élodie avait un cœur glacé, littéralement. Elle vivait dans un magnifique palais de glace avec sa famille et passait ses journées à créer des sculptures de glace magnifiques. Cependant, Élodie était incapable de montrer ses émotions ou d'exprimer son amour envers sa famille. Le royaume entier la connaissait pour sa beauté glaciale mais aussi pour son absence de chaleur émotionnelle. Un jour, alors qu'une tempête de neige balayait le royaume, une vieille sage est arrivée au palais. Elle a regardé Élodie avec des yeux pénétrants et lui a dit doucement : « Il est temps que tu partes en voyage, ma chère, un voyage pour réchauffer ton cœur. » Intriguée et un peu effrayée, Élodie a décidé de partir. Elle a voyagé à travers de vastes étendues glaciales jusqu'à un petit village reculé où elle a rencontré Lucas, un jeune garçon qui avait un don étonnant pour raconter des histoires. Lucas lui a appris l'importance de l'amitié en lui montrant qu'il est toujours là pour elle, malgré son apparente froideur. Ensemble, ils ont aidé les habitants du village lorsque les loups affamés sont descendus des montagnes enneigées. Plus loin, Élodie a rencontré Clara, une fleuriste au cœur immense, qui lui a appris le pardon. Clara avait autrefois souffert d'une grande peine, mais elle avait surmonté sa douleur en pardonnant ceux qui lui avaient fait du tort. En passant du temps avec Clara, Élodie a compris que garder des rancunes ne fait que renforcer la glace autour de son cœur. Finalement, Élodie a rencontré Hugo, un forgeron dont le rire était contagieux. Hugo lui a enseigné l'entraide en lui montrant que travailler ensemble peut faire fuir le froid le plus amer. Grâce à ces rencontres, Élodie a appris que l'amour sincère pouvait vraiment réchauffer son cœur glacé. En retournant chez elle, elle sentait cette chaleur grandir. Elle a embrassé sa famille pour la première fois, et un éclat de lumière et de chaleur a fondu la glace de son cœur. La morale de cette histoire est que l'amour et la bonté peuvent traverser les couches de froide solitude que l'on construit autour de son cœur. Les émotions ne sont pas une faiblesse, mais une force qui unit et réchauffe. Élodie a découvert que l'amour véritable est la magie la plus puissante de toutes. Il était une fois, dans le royaume de Glascoeur, une jeune princesse nommée Éline. Elle était connue pour sa beauté éblouissante et son cœur glacé. Depuis toute petite, elle avait du mal à exprimer ses émotions. Sa famille l'aimait profondément, mais Éline, effrayée par ses propres sentiments, restait distante. Un jour, une mystérieuse tempête de neige s'abattit sur le royaume, figé depuis des siècles. Le roi et la reine, inquiets, demandèrent à Éline de partir en voyage afin de comprendre la raison de ce phénomène et surtout, pour retrouver la chaleur de son propre cœur. Éline, plutôt réticente, se mit en route, emmitouflée dans son manteau de princesse. En chemin, elle rencontra Célie, une petite fée espiègle qui vivait dans la forêt enchantée. Célie montra à Éline l'importance de l'amitié en l'accompagnant tout au long de son périple. Les deux compagnes traversèrent des contrées merveilleuses, où elles firent la rencontre de Solan, un ours sage et philosophe, qui leur enseigna le pardon. Le pardon, dit Solan d'une voix grave, est la clé qui ouvre la porte à l'amour véritable. Grâce à ces rencontres, Éline commença à comprendre la valeur des émotions et des liens humains. Mais c'est au sommet de la montagne de cristal que la leçon ultime l'attendait. Là-bas, elle fit la connaissance de Lyra, une sirène à la voix ensorcelante. Lyra chanta une mélodie douce qui illustrant l'entraide et le soutien familial. Touchée par la beauté de cette chanson,
Éline réalisa combien elle tenait à sa famille. Pleine de détermination, Éline retourna chez elle, prête à changer les choses. À son arrivée, elle embrassa ses parents et dit, pour la première fois, combien elle les aimait. Le royaume tout entier sentit alors un vent doux balayer la tempête glaciale, ramenant le printemps. Éline avait découvert que l'amour sincère a le pouvoir de réchauffer même le cœur le plus froid. Depuis ce jour-là, le royaume de Glasgow vécut dans l'harmonie et le bonheur, Éline y faisant régner la douceur et l'affection. La morale de cette histoire est claire, l'amour et le pardon sont des forces puissantes qui peuvent transformer nos cœurs et notre monde. Dans la forêt enchantée, vivait un corbeau nommé Corvus. Corvus était très fier de ses plumes noires et brillantes. Un beau matin, alors qu'il se percha sur une branche haute, il trouva un fromage délicieux laissé par les humains du village voisin. Oh, que ce fromage était parfumé! Corvus l'attrapa dans son bec et s'installa confortablement sur une branche pour le déguster. C'est alors qu'un renard rusé nommé Renard, qui avait tout vu, s'approcha en silence. « Oh, bonjour, monsieur Corbeau !» s'exclama Renard d'une voix mielleuse. « Que vous êtes beau! Que vous me semblez joli avec vos plumes noires luisantes. Sans doute êtes-vous aussi doué pour chanter. Veuillez, je vous en prie, chanter pour moi. » Flatté par ces paroles, Corvus oublia la leçon que sa mère lui avait apprise sur la méfiance envers les flatteurs. Il ouvrit le bec pour montrer ses talents. Le fromage tomba, et hop, Renard s'en empara en un éclair. Honteux et vexé, Corvus regarda Renard partir avec son fromage. Il se promit de ne plus jamais se laisser berner ainsi. Les jours passèrent, et bientôt Renard, toujours en quête de nourriture facile, revint vers Corvus. Cette fois-ci, Renard tenta d'aborder le corbeau différemment. « Cher Corvus, j'ai entendu dire que vous êtes non seulement sage, mais également d'une grande générosité. Peut-être voudriez-vous partager avec moi un peu de votre futur festin. » Mais Corvus, maintenant plus sage, réfléchit aux paroles du renard. « Renard, répliqua-t-il, un compliment ne vaut rien sans sincérité. Si tu veux partager ce fromage, apporte-moi d'abord quelque chose en retour. Ainsi nous festoirons ensemble. » Renard, désarçonné par la réponse du corbeau, comprit qu'il avait perdu le noyau de sa tromperie. Il s'esquiva discrètement, se rendant compte que Corvus avait appris à discerner les vrais défauts. Dès lors, Corvus poursuivit sa vie avec la sagesse nouvellement acquise. Il ne craignait plus les flatteurs car il savait comment protéger ses trésors, tant matériels que ceux de son cœur. Et dans la forêt, nul ne put plus jamais tromper le malin Corvus. Il était une fois un corbeau nommé Corbin, perché sur une branche haute d'un majestueux chêne. Dans son bec, il tenait un délicieux morceau de fromage, cadeau d'un fermier bienveillant. Non loin de là, un renard rusé du nom de Ralph aperçut Corbin, et eut immédiatement envie de ce fromage crémeux. Ralph, avec son regard astucieux, pensa à la fameuse ruse qu'il avait déjà employée plusieurs fois. Il s'approcha du pied de l'arbre et lança à Corbin, « Oh, bonjour cher Corbin, vous êtes si élégant aujourd'hui. Votre plumage est d'une beauté resplendissante. Mais je parie-je avoir le plaisir de l'entendre ?» Flatté par ces compliments, Corbin, qui n'avait pas appris la leçon des erreurs des anciens corbeaux, ouvrit son bec pour croasser, et laissa tomber le fromage droit dans la gueule du renard. Triomphant, Ralph s'empressa de savourer son butin, laissant un Corbin stupéfait et penaud sur sa branche. Cependant, la colère et la déception laissèrent bientôt place à la réflexion chez Corbin. Il se mit à se remémorer d'autres occasions où les compliments avaient pu cacher des intentions peu scrupuleuses. Corbin décida alors de devenir plus attentif aux véritables motivations de ceux qui l'encensaient. Quelques jours plus tard, Ralph tenta de renouveler son coup avec un autre fromage. « Ah, mon cher ami Corbin, quel majestueux oiseau vous êtes !» commença-t-il encore. Mais cette fois-ci, Corbin ne broncha pas. Il observait Ralph avec un petit sourire en coin, tenant fermement son fromage. Puis, sans un mot, il s'envola dignement vers un autre arbre.
Cette victoire, bien que modeste, donna à Corbin un sentiment de fierté. Il avait su reconnaître le piège dissimulé derrière le masque de la flatterie. Depuis ce jour, Corbin n'avait plus peur d'écouter les paroles aimables, mais il savait surtout dégager le vrai du faux. Ainsi, le corbeau et le renard continuèrent à vivre dans la forêt, chacun ayant appris une leçon précieuse. L'un était devenu plus sage, tandis que l'autre avait rencontré pour la première fois un corbeau qui savait se méfier des flatteurs. Fin. 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 Il était une fois, une fillette appelée Petit Chaperon Rouge, connue pour son joli manteau rouge que sa grand-mère lui avait offert. Un jour, sa mère lui demanda d'apporter une galette et un pot de beurre à sa grand-mère malade qui vivait de l'autre côté de la forêt. Avant de partir, sa mère lui dit « Reste sur le chemin et ne parle pas aux inconnus. » Sage conseil que Petit Chaperon Rouge comprit, mais elle était aussi si curieuse et courageuse. En s'enfonçant dans la forêt, elle rencontra un loup, mais pas n'importe quel loup. Ce loup avait un air rusé et portait un chapeau élégant. « Bonjour Petit Chaperon Rouge, » dit le loup poliment. « Où vas-tu avec ce délicieux panier ?» Sûre d'elle, elle répondit « Je vais chez ma grand-mère. » Le loup sourit. « Une petite fille courageuse comme toi doit sûrement savoir résoudre des énigmes. Si tu réussis à résoudre mes défis, je te laisserai passer plus vite jusqu'à chez elle. Mais attention, si tu te trompes, le chemin vers chez ta grand-mère te prendra beaucoup plus de temps et tu devras être prudente. » Petit Chaperon Rouge accepta, se rappelant qu'elle devait être prudente et réfléchie. La première énigme était à propos de la forêt. « Je suis quelque chose que tu ne vois pas, mais qui murmure dans le vent. Qui suis-je » Petit Chaperon Rouge réfléchit. Elle se souvint de la sagesse de sa mère, « Sois attentive », et elle répondit, « C'est le secret de la forêt. » Étonné par sa perspicacité, le loup rusé lui proposa un deuxième défi, traverser la rivière sans se mouiller. Utilisant une branche tombée comme un pont, Petit Chaperon Rouge arriva de l'autre côté sèche comme un biscuit. En chemin, elle rencontra d'autres défis, chaque fois plus complexes, et chaque victoire lui apprenait une leçon vitale. Ne te fie pas aux apparences, fais confiance à ton instinct, et sois toujours prête à réfléchir calmement. Elle arriva enfin chez sa grand-mère, le loup l'accompagna, émerveillé par sa sagacité. Il lui dit, « Petit Chaperon Rouge, aujourd'hui, tu as prouvé que le courage est aussi celui de savoir dire non aux tentations du chemin et de toujours écouter les conseils sages. » Et ils prirent ensemble un thé avec sa grand-mère, en riant des aventures de la journée. La morale de cette histoire est que le vrai courage est souvent dans la prudence et la sagesse face aux défis qui se présentent à nous. Il était une fois, un renard nommé Rousselin, connu dans toute la forêt pour ses farces et ses tours espiègles. Un jour, il invita sa nouvelle amie Sigrette, une élégante cigogne avec un grand bec, à dîner chez lui. Sigrette, ravie de cette invitation, accepta sans hésiter. Le soir venu, Sigrette se posa délicatement sur le seuil de la maison de Rousselin. L'odeur délectable d'un potage parfumé flottait dans l'air, et son ventre gargouillait d'impatience. Rousselin l'accueillit chaleureusement, un sourire rusé se dessinant sur ses lèvres. « Installe-toi confortablement, chère Sigrette. Le festin commence, » déclara-t-il en plaçant devant elle une assiette plate remplie de soupe. Sigrette essaya tant bien que mal de goûter la soupe avec son long bec, mais impossible. Toute la délicieuse soupe glissait sur le côté. De son côté, Rousselin lapait le potage avec délice, jetant de temps à autre un regard amusé à son ami. Malgré la déception, Sigrette ne montra rien et remercia poliment Rousselin pour son accueil. « Quelle charmante soirée, cher Rousselin, » dit-elle avec un clin d'œil audacieux. « Je t'invite à mon tour à dîner demain soir. » Le lendemain, Rousselin, enthousiaste pour le repas de Sigrette, se rendit chez elle. L'odeur d'un repas alléchant le fit saliver sur place. Sigrette l'invita à sa table avec un grand sourire et présenta le repas dans un vase haut et étroit. Rousselin se débattit avec le vase, incapable d'atteindre le contenu délicieux avec son museau court. Pendant ce temps, Sigrette savourait chaque bouchée gracieusement avec son bec adapté, en regardant Rousselin d'un air amusé.
la leçon, Rousselin réalisa combien son tour avait été désagréable pour Sigrette. « Sigrette, je me rends compte maintenant que j'ai été un bien mauvais hôte. Je m'excuse sincèrement, avoua-t-il, la tête baissée. » Sigrette répondit avec gentillesse, « Cher Rousselin, je suis heureuse que tu aies compris. Amusons-nous de la manière dont nous nous sommes appris quelque chose. Une amitié est plus forte avec respect et réciprocité. » Depuis ce jour, Rousselin n'oublia jamais la leçon de la cigogne et devint un ami fiable et respecté, reconnu non pour ses tours, mais pour sa générosité et son respect envers les autres animaux de la forêt. Et chacun savait qu'une invitation chez Rousselin promettait désormais un festin adapté à tous les convives. Il était une fois, dans la vaste savane africaine, un lion majestueux nommé Simba. Simba était le roi de la savane, et tous les animaux le regardaient avec admiration et respect. Cependant, malgré sa grandeur, Simba était parfois un peu trop fier. Un jour, alors qu'il s'était assoupi à l'ombre d'un baobab, un petit rat nommé Rafi passa en courant et, sans faire exprès, chatouilla le nez du lion. Simba se réveilla en sursaut et captura le rat d'une patte vengeresse. Tremblant, Rafi demanda pardon. « Oh, grand Simba, je suis désolé pour mon imprudence. S'il te plaît, laisse-moi partir, et un jour je t'aiderai en retour. » Simba éclata de rire. « Toi, m'aider ? Que peux-tu faire, toi, si petit, pour moi, le roi ? Mais tu es drôle et courageux, petit rat, alors je vais te laisser partir. » Quelques jours plus tard, Rafi entendit un grand rugissement venant d'un coin de la savane. Il courut et découvrit Simba piégé dans un filet tendu par des chasseurs. Le lion se débattait avec fureur, mais chaque mouvement resserrait le filet davantage, le rendant plus difficile à échapper. Courageux, Rafi s'approcha et dit, « Ne bouge pas, Simba. Je vais t'aider. » Avec ses petites dents aiguisées, le rat commença à ronger les mailles du filet. Petit à petit, le filet céda, et Simba fut libéré. Le lion, remplissant de gratitude, baissa humblement la tête. « Merci, Rafi. Tu m'as sauvé, et tu m'as appris une grande leçon, peu importe la taille ou la force, même le plus petit d'entre nous peut avoir un grand impact. » Dès lors, Simba devint un roi plus humble. Simba respectait les talents et la valeur de chaque créature de la savane. Et Rafi et Simba devinrent de grands amis, prouvant que l'union fait la force et que l'entraide est une richesse inestimable. Ainsi, tous les animaux de la savane apprirent la valeur de l'amitié et du respect mutuel, grâce au courage d'un petit rat et à la sagesse retrouvée d'un grand lion. Il était une fois une petite fille appelée le petit chaperon rouge. Un jour, sa maman lui demanda d'apporter une galette et un pot de beurre à sa grand-mère malade qui vivait de l'autre côté de la forêt. En quittant la maison, sa maman lui rappela de bien suivre le chemin et de ne pas parler aux inconnus. Sur la route, le petit chaperon rouge rencontra un loup pas comme les autres. Ce loup-là ne voulait pas seulement la dévorer, il était aussi très rusé. Pour tromper la fillette, il proposa un jeu de devinette. « Si tu réponds correctement à mes énigmes, je te montrerai un chemin plus sûr et plus rapide pour arriver chez ta grand-mère, » dit-il en souriant malicieusement. Le petit chaperon rouge, curieuse mais aussi prudente, accepta le défi mais garda les paroles de sa maman en tête. La première énigme fut simple, « Je suis parfois matinale et je te réveille en chantant. » « Qui suis-je ? » Elle répondit sans hésiter, « Le coq. » Le loup, impressionné, continua avec une question plus difficile, « Je te montre souvent le chemin la nuit, mais je ne suis pas le soleil. Qui suis-je ? » Après un moment de réflexion, elle dit, « La lune. » Voyant que le petit chaperon rouge était décidément intelligente, le loup décida de la tromper en lui proposant un raccourci à travers la forêt. Mais le chaperon rouge, se souvenant des conseils de sa maman, répondit avec sagesse, « Je préfère suivre le chemin que je connais. On m'a appris à ne jamais me fier aux inconnus qui me disent de quitter la route. » Finalement, en suivant son chemin habituel, elle arriva saine et sauve chez sa grand-mère, évitant le piège du loup rusé. Sa grand-mère, reconnaissante et fière,
lui rappela combien il était important d'être sage et prudent. Ainsi, le petit chaperon rouge apprit que même si les énigmes et les défis peuvent être amusants, il faut toujours être vigilant face aux inconnus. Elle rentra chez elle sereine, heureuse d'avoir appris une précieuse leçon sur la prudence et le courage. Il était une fois une petite fille, Lise, connue sous le nom de Petit Chaperon Rouge en raison du magnifique manteau rouge que sa grand-mère lui avait offert. Un matin, sa maman lui demanda de porter un panier rempli de délicieux gâteaux à sa grand-mère malade, qui vivait de l'autre côté de la forêt. « Souviens-toi, ma chérie, ne parle pas aux inconnus et reste sur le chemin, » avertit sa maman. Lise partit joyeusement, rassurée par les oiseaux qui chantaient à travers les arbres. Mais soudain, elle rencontra un loup au pelage argenté. « Bonjour, petit chaperon rouge, » dit le loup avec un sourire enjôleur. « Où vas-tu avec tant de jolies gâteries ?» Lise se rappela les mots de sa maman, mais la curiosité la poussa à répondre. « Je vais chez ma grand-mère. » Mais il n'est pas prudent de parler à un étranger. Le loup, rusé comme il était, proposa un jeu. « Je comprends ton hésitation. Que dirais-tu de résoudre quelques énigmes pour passer le temps ? Si tu réussis, tu sauras que je suis un ami. » Lise, intriguée mais sur ses gardes, accepta le défi. « D'accord, je les écouterai, mais si je sens un danger, je poursuivrai mon chemin. » Le loup commença. « Qu'est-ce qui a des 4 yeux et ne peut pas voir ? » ?»« C'est le Mississippi. » Petit chaperon rouge réfléchit et éclata de rire. « Astucieux, mais je connais la réponse. » Puis le loup donna une devinette plus sérieuse. « Je suis doux et sucré, et souvent on me prend pour un piège, je vis parfois dans un manteau de cristal. Qui suis-je ? » Lise répondit après un court moment de réflexion, « Le miel, mais attention, l'extérieur n'attire pas seulement les abeilles, les pièges aussi. » Le loup, réalisant que Lise allait résoudre toutes les énigmes, tenta une dernière fois, « Quel est le plus grand trésor du monde ? » Elle sourit et répondit sans hésitation, « La sagesse, car grâce à elle on reste prudent et on apprend à reconnaître la tromperie. » Touché par l'intelligence de Lise, le loup abandonna ses ruses. « Tu m'as prouvé que tu es vraiment maligne. Je te laisse continuer ton chemin, mais n'oublie jamais de rester vigilante. » Petit chaperon rouge remercia le loup et poursuivit son chemin. Lorsqu'elle arriva chez sa grand-mère, elle comprit l'importance des conseils d'un parent et la force de sa propre intelligence pour éviter les dangers. La morale de cette histoire est que prudence et sagesse sont les meilleurs alliés pour traverser les bois de la vie. Dans la vaste savane, le lion Nick, avec sa crinière dorée et son rugissement puissant, régnait sans partage. Chaque jour, les animaux de la savane l'admiraient ou tremblaient devant lui. Nick pensait qu'il n'avait besoin de personne pour être le roi. Un jour, alors qu'il se promenait majestueusement, il sentit une petite démangeaison sur sa patte. C'était Rémi, un petit rat, qui s'était perdu dans le pelage épais du lion. « Oh, excusez-moi. Je ne voulais pas vous déranger, » s'exclama Rémi d'une voix tremblante. Nick rit, un rire qui fit s'envoler les oiseaux des arbres voisins. « Comment un si petit être peut-il être utile à un roi comme moi ?» se moqua le lion en secouant sa crinière. Rémi, avec courage, répondit, « Un jour peut-être, Majesté, vous aurez besoin d'un petit comme moi. » Nick n'y prêta pas attention et se remit à sa promenade. Plus tard dans la journée, Nick fut pris dans un piège tendu par des braconniers. Il rugit, essayant de se libérer, mais les filets le tenaient fermement. Les animaux de la savane, de loin, regardaient, ne sachant pas comment aider le grand roi. C'est alors que Rémi arriva en courant. Avec détermination, il mordilla les cordes du filet, patiemment, jusqu'à les affaiblir. Après de nombreux efforts, une brèche se créa, et Nick put enfin se libérer. Nick, surpris et reconnaissant, baissa la tête en signe de gratitude. « Merci, Rémi. Aujourd'hui, j'ai appris que même le plus grand des rois a besoin de l'aide des plus petits. » Depuis ce jour, Nick n'était plus seulement un roi fort mais aussi un roi sage. Il veillait à entretenir l'amitié et à respecter chaque créature,
grande ou petite, de la savane. Et chaque jour, un petit rat courageux était toujours prêt à jouer autour de la crinière de son ami lion. Dans un royaume lointain, une jeune fille nommée Léa vivait enfermée dans une haute tour. La rumeur disait que la tour était imprégnée de magie et que personne ne pouvait y entrer ni en sortir. Léa avait des cheveux d'une longueur remarquable, mais contrairement à l'histoire qu'on raconte, son véritable pouvoir ne résidait pas là. Léa passait ses jours à explorer chaque recoin de la tour, découvrant des livres rédigés dans des langues anciennes, des outils mystérieux et des énigmes complexes gravées sur les murs. Curieuse et dotée d'un esprit vif, elle se mit en tête de résoudre ces énigmes. Chaque jour, elle choisissait un livre, avec patience, apprenait à déchiffrer des indices et à comprendre des concepts nouveaux. Un jour, elle découvrit un livre intitulé « Les secrets de la libération ». À l'intérieur se trouvaient des histoires de courage et d'ingéniosité. Fascinée, Léa commença à utiliser les conseils du livre. Un des chapitres expliquait la puissance des mathématiques. Léa passa de longues nuits à calculer et à comprendre les symétries cachées dans les murs de sa prison. Avec le temps, Léa comprit que la tour elle-même était un immense casse-tête. Chaque solution la conduisait à une nouvelle énigme, chaque petite victoire alimentait sa détermination. Sa créativité et sa patience lui permirent de dénouer les multiples charmes qui emprisonnaient la tour. Un matin, après des mois de travail acharné, elle entendit un déclic familier. Une des pierres du mur se mit à luire faiblement. En la poussant, elle découvrit un passage secret menant à l'extérieur. Léa, enfin libre, contempla le paysage pour la première fois depuis bien longtemps. L'histoire de Léa est une leçon de persévérance. Elle apprit que son intelligence et sa créativité étaient ses plus grandes forces. La liberté n'était pas donnée, mais conquise grâce à l'apprentissage et à la patience. Léa retourna au royaume, non pas comme une victime sauvée, mais comme une héroïne pleine de détermination. Dans la grande savane d'Afrique, le lion, nommé Léon, régnait en maître. Son rugissement puissant et sa crinière dorée faisaient trembler tous les animaux autour de lui. Bien que Léon soit sage et protecteur, il était parfois un peu trop fier de sa force et de sa grandeur, oubliant que même les plus petits peuvent être précieux. Un jour, en se promenant dans la savane, Léon se retrouva pris dans un piège tendu par des chasseurs. Les cordes étaient si bien nouées qu'il ne pouvait s'en libérer, aussi fort soit-il. En cherchant désespérément une solution, s'efforce, espérant que quelqu'un vienne à son aide. C'est alors qu'un petit rat nommé Rémi, de nature courageuse et toujours en quête d'une bonne action, entendit son appel. Rémi n'était pas n'importe quel rat, il était connu pour son grand cœur et sa volonté d'aider les autres, peu importe leur taille ou leurs origines. Quand il arriva, Léon le regarda d'abord avec dédain. Que pouvait bien faire un petit rat comme lui face à ce piège? Mais Rémi, sans se laisser intimider par la stature du lion, s'approcha et dit « N'aie crainte, grand roi, je peux t'aider. » Rémi commença à ronger les cordes avec ses petites dents aiguisées. Lentement mais sûrement, les cordes commençaient à céder. Léon, impressionné par la détermination et la rapidité du rat, se sentait baisser sa fierté. Après un moment qui parut une éternité, la dernière corde céda, et Léon fut enfin libre. « Je suis libre grâce à toi, Rémi », s'écria Léon avec gratitude. « Je suis le roi, mais aujourd'hui, tu m'as montré la vraie valeur de l'humilité et de l'entraide. » À partir de ce jour, un lien d'amitié inébranlable se forma entre Léon et Rémi. Et Léon, le grand roi de la savane, n'oublia jamais que, parfois, même les plus petits peuvent accomplir les plus grandes choses. Il était une fois un chat nommé Félix, doté d'une intelligence rare et d'un cœur loyal. Son maître, Pierre, était un jeune homme pauvre qui rêvait de richesse et d'aventure. Malgré leurs modestes conditions, Félix n'aurait jamais abandonné Pierre qu'il considérait comme son meilleur ami. Un jour, alors qu'il marchait dans les bois, Félix eut une idée brillante.
Il savait que le roi de la contrée était amateur de friandises exquises, alors il décida d'utiliser ses talents de cuisinier pour préparer un festin digne de la royauté. Avec quelques ingrédients cueillis dans la nature, Félix prépara des mets raffinés et les apporta au château, se présentant comme le cuisinier de Pierre, le maréchal des omelettes. Le roi, enchanté par les saveurs, voulut récompenser cet étrange cuisinier masqué par sa toque. Félix, rusé, demanda en retour une audience pour son maître Pierre. Ainsi Pierre fut invité à la cour où, grâce à son charisme naturel et encouragé par son fidèle chat, il impressionna tout le monde. Le roi, charmé par la simplicité et l'intelligence de Pierre, lui offrit un emploi prestigieux au palais. Mais les challenges ne s'arrêtaient pas là. Des conseillers jaloux mirent Pierre à l'épreuve, convaincus qu'il n'était pas à la hauteur. Toutefois, avec l'aide de Félix qui écoutait secrètement les complots puis prodiguait ses conseils à Pierre, ils surmontèrent chaque obstacle. Un jour, un dragon menaça la ville. Félix élabora un plan audacieux, il se déguisa en un gigantesque chat de feu avec des reflets dorés, grâce à quelques tours de passe-passe et un peu de magie de la forêt, effrayant le dragon qui s'enfuit, terrifié. Pierre et son chat furent célébrés comme des héros. Grâce à son ingéniosité et sa loyauté, Félix éleva son maître au rang de chevalier et continua à veiller sur lui dans toutes ses aventures. Et c'est ainsi que Pierre et Félix vécurent heureux, prouvant que l'intelligence, la fidélité et un peu de ruse peuvent vaincre tous les défis. Dans une douce prairie où se dresse une charmante chaumière, vivait une maman chèvre avec ses 7 petits chevreaux pleins de malice et de curiosité. Chaque matin, avant de partir chercher de la nourriture, maman chèvre donne des recommandations à ses chevreaux. Un matin, elle leur dit avec une voix empreinte de sagesse, « Mes chers petits, je vais partir pour un moment chercher de l'herbe fraîche. Pendant mon absence, souvenez-vous bien de ne laisser entrer personne à la maison. Vous reconnaîtrez le loup à sa voix rauque et à ses grosses pattes. Soyez prudents. » Les chevreaux, bien que turbulents, acquiescent en chœur, « Oui maman, nous serons prudents. » Peu de temps après le départ de maman chèvre, un loup rusé se présenta à la porte. Il avait entendu les conseils de la maman, avide de tromper les chevreaux, il adoucit sa voix. Il cacha ses pattes sous de la farine blanche pour les rendre fines comme celles de leur mère. Toc, 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 fit-il en frappant doucement à la porte. Ouvrez, mes chers enfants, c'est votre maman qui revient avec plein de bonnes herbes. Les chevreaux intrigués regardèrent par-dessous la porte. Ils virent les pattes blanches. Mais alors, ils se souvinrent de la leçon de leur maman concernant la voix du loup. L'un des chevreaux dit en chuchotant, « Attendez, maman a une voix douce, écoutons plus attentivement. » Alors, depuis l'autre côté de la porte, ils demandèrent, « Chante-nous une chanson. » Pris au piège, le loup hésita, puis grogna une mélodie maladroite qui dévoila sa voix rauque. Les chevreaux se mirent à rire et répondirent d'une voix assurée, « Sale loup, nous ne te croyons pas, va-t'en. » Mortifiés, le loup s'enfuit, et les chevreaux, fiers de leur astuce, attendirent le retour de leur maman. Quand elle rentra, ils lui racontèrent leur aventure. Maman chèvre fut émue et félicita ses petits pour leur vigilance. Elle leur dit, « Mes enfants, vous avez bien compris que la prudence et la méfiance envers les inconnus vous protègent. Vous avez bravement déjoué le loup. N'oubliez jamais cette leçon. » Les chevreaux promirent et passèrent la soirée à chanter de joie en présence de leur chère maman, en sécurité à la maison. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Aurore. Un jour, Aurore reçut un cadeau spécial de sa marraine la fée, une horloge enchantée. Cette horloge n'était pas ordinaire, car elle ne basculait pas seulement entre les heures, elle parlait à Aurore et lui montrait comment chaque moment de la vie était précieux. Cependant, l'horloge cachait aussi un secret. Un mystérieux sort avait été jeté sur le royaume, et seule Aurore pouvait le lever en résolvant des énigmes et des défis magiques. Chaque défi lui apprendrait une leçon précieuse, nécessaire pour devenir une grande reine. Le premier défi d'Aurore était de remplir une coupe en argent avec la lumière du soleil.
Pas facile, pensa-t-elle. L'horloge lui murmura, patience et persévérance sont la clé. Aurore attendit patiemment le lever du soleil sur le lac étincelant et réussit à capturer sa lumière. Le deuxième défi était un jardin enchanté où les fleurs chantaient des prières anciennes. L'horloge expliqua à Aurore qu'écouter ces prières lui apprendrait l'importance de la réflexion et de la gratitude. Alors, elle s'assit et écouta, et bientôt elle sentit une paix nouvelle autour d'elle. Le troisième défi était une salle remplie de miroirs. Aurore devait trouver la sortie tout en équilibrant un livre sur sa tête. L'horloge lui expliqua que cela lui apprendrait le respect des engagements. En gardant le livre en place, elle devait se rappeler ses promesses et engagements pour trouver la solution. Après avoir triomphé des énigmes, Aurore retourna au château. Le mystérieux sort se dissipa enfin, et le royaume retrouva sa joie perdue. La princesse avait compris que le temps est précieux, chaque moment d'adoration compte, et tenir ses engagements est essentiel. Aurore devint une reine sage et aimée. L'horloge enchantée continua de lui parler, lui rappelant d'être toujours attentive et heureuse. La morale de cette aventure était claire, il est important de valoriser le temps, la prière et l'honneur de ses engagements. Tout cela avait fait d'Aurore non seulement une princesse courageuse mais aussi un véritable modèle de sagesse et d'amour. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse appelée Émilie. Pour son anniversaire, on lui offrit une horloge enchantée qui pouvait parler et l'aider à comprendre l'importance du temps. Un jour, un mystérieux sort fut jeté sur le royaume, plongeant tout le monde dans un sommeil éternel. Seule Émilie, avec l'aide de son horloge magique, pouvait lever ce sort. L'horloge lui expliqua que pour briser le sort, elle devait résoudre une série d'énigmes et défis magiques, chacun lui enseignant une leçon précieuse. Le premier défi était dans la forêt du temps perdu. Émilie devait discerner les moments importants à retenir, car parfois, ce qui semble long est en fait précieux. Elle apprit alors à donner de la valeur à chaque instant de sa vie. Ensuite, elle rencontra un vieux sage qui lui donna le défi de la prière du cœur. Elle devait composer une prière sincère, pleine d'espérance et de sincérité. En trouvant les mots justes, Émilie comprit le pouvoir de la prière pour réfléchir et guider ses décisions. Le troisième défi fut dans la grotte des promesses éternelles, où elle devait tenir une promesse envers une créature enchantée. Grâce à ce défi, elle découvrit comment respecter ses engagements et que tenir parole est une valeur qui bâtit la confiance. Finalement, Émilie arriva devant un miroir magique gardant le dernier secret, une énigme sur le respect de l'autrui et de la nature. En résolvant l'énigme, elle comprit qu'en respectant les autres et sa propre planète, elle contribuait à un monde meilleur. Alors que le dernier rayon de l'horloge se leva, le royaume s'éveilla, et Émilie avait grandi, riche des aventures vécues. La morale de son aventure fut que le temps est un trésor, le respect un bien précieux, et la prière, une alliée puissante. Les épreuves achevées lui avaient montré l'importance de rendre chaque moment compte et d'être toujours fidèle à soi-même et à l'univers. Ainsi, Émilie régna plus sage et éternelle bienfaitrice de son royaume. Il était une fois, dans les profondeurs étincelantes de l'océan, une jeune sirène nommée Ondine. Ondine, avec sa chevelure d'un bleu saphir et ses écailles scintillantes, était connue pour son esprit curieux et son amour pour sa famille. Sa grand-mère lui racontait souvent l'histoire d'un joyau magique qui symbolisait l'amour sincère et les liens familiaux, caché quelque part au fond de l'océan. Un jour, poussée par son désir de voir cette rare merveille, Ondine décida de partir à sa recherche. Elle ne savait pas que pour gagner le joyau, elle devait accomplir une série d'épreuves qui mettraient à l'épreuve ses valeurs de patience, de confiance et de gratitude. La première épreuve l'amena à traverser le jardin des courants. Ici, les courants étaient si imprévisibles qu'ils semblaient danser autour d'elle. Ondine devait écouter attentivement leur rythme et être patiente pour naviguer à travers ce dédale fluide sans se faire emporter. Grâce à sa persévérance, elle réussit. Ensuite, elle atteignit l'antre des requins sages.
Ces requins n'étaient pas dangereux, mais ils ne révéleraient leur savoir qu'à ceux qui osaient leur faire confiance. Ondine, à première vue effrayée, comprit qu'elle devait les approcher avec un cœur ouvert et confiant. En prouvant son courage, les requins lui offrirent un indice précieux pour sa quête. La dernière épreuve se tenait dans la caverne des miroirs écologiques, où Ondine devait trouver le chemin vers le joyau en montrant sa gratitude envers la nature. Chaque miroir reflétait une partie de l'océan, et en remerciant chaque créature et chaque plante pour leur rôle dans l'écosystème, un chemin secret se dessina devant elle. Finalement, Ondine arriva devant le joyau étincelant. Mais plutôt que de simplement le prendre, elle se rendit compte que la véritable magie n'était pas dans le joyau lui-même, mais dans les leçons qu'elle avait apprises au cours de son voyage. En retournant chez elle, elle partagea ses enseignements avec sa famille. Ainsi, Ondine découvrit que les vraies richesses ne résident pas dans les objets rares, mais dans les valeurs de patience, de confiance et de gratitude qui illuminent notre vie quotidienne et nos relations familiales. Il était une fois, dans les profondeurs scintillantes de l'océan, une jeune sirène nommée Pia. Pia était curieuse et aventureuse, toujours à la recherche de trésors et... Un jour, elle entendit parler d'un joyau magique caché dans les abysses, symbolisant la sincérité et l'amour familial. Intriguée par cette légende, Pia décida de partir à sa recherche. Sa grand-mère Océane, une sage sirène, lui expliqua qu'elle ne pourrait trouver ce joyau qu'en passant 3 épreuves sous-marines exigeantes. Pia, déterminée, accepta ce défi. Sa première épreuve consistait à traverser un labyrinthe de méduses lumineuses sans se faire piéger par leurs dards. Avec précaution et patience, Pia observa leurs mouvements et, dansant délicatement parmi elles, elle parvint à franchir cette barrière lumineuse. Pour sa deuxième épreuve, elle devait gagner la confiance d'une tortue centenaire qui gardait un passage secret. Pia choisit une approche douce, écoutant avec attention les histoires de la tortue et partageant les siennes en retour. La tortue, touchée par la sincérité de Pia, finit par lui révéler le passage sous-marin secret menant à la grotte du joyau. La dernière épreuve lui enseigna la gratitude. Pia arriva dans un jardin de coraux où le moindre mouvement brusque pouvait briser leur beauté fragile. En ramassant les pierres qui bloquaient la lumière du soleil, Pia illumina le jardin, révélant la cachette exacte du joyau. Après avoir soigneusement nettoyé chaque coin, le joyau apparut, brillant et vibrant. Mais alors qu'elle s'apprêtait à le prendre, elle réalisa que le véritable trésor n'était pas matériel. Les épreuves lui avaient enseigné l'importance de la sincérité, de la confiance et de la gratitude, avec lesquelles elle renforcerait les liens précieux avec sa famille. Pia revint auprès d'Océane, les bras chargés de ses leçons, et le cœur rempli d'un amour intensifié pour sa famille, la plus grande richesse qui soit. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse prénommée Aurore. Elle était aussi douce qu'une brise d'été et aimée de tous. Le jour de son 15e anniversaire, elle reçut un cadeau magique de la fée sage, une horloge enchantée. Cette horloge n'était pas ordinaire, elle brillait dans la nuit et chuchotait des secrets du temps dans l'oreille d'Aurore. Lorsqu'Aurore tourna la clé de l'horloge, un mystérieux sortilège enveloppa le château. Les aiguilles de l'horloge cessèrent de bouger, et le temps dans le royaume s'arrêta. Pour libérer les siens du sortilège, Aurore devait relever des défis enchanteurs. Premier défi, elle devait comprendre l'importance du temps. Aurore entra dans la tour du temps, où des horloges détraquées chantaient des mélodies étranges. Elle devait remettre chaque horloge à l'heure correcte. Après de nombreuses tentatives, Aurore apprit que le temps était précieux. Grâce à sa diligence, le premier défi fut relevé. Le second défi l'emmena au jardin des prières. Au milieu de ce jardin fleurissait une fleur de sagesse, mais elle ne s'épanouissait qu'entourée de prières sincères. Aurore apprit à se concentrer et à méditer, découvrant que la prière nourrissait l'âme et apportait la paix intérieure. En récitant des prières du fond du cœur, la fleur s'épanouit enfin, et le deuxième défi fut relevé. Pour le troisième défi, Aurore fut transportée dans le labyrinthe des engagements.
Elle devait retrouver son chemin en s'engageant fermement à chaque intersection. Lorsqu'elle hésitait, le labyrinthe se refermait. Lorsque ses engagements étaient sincères, des chemins lumineux s'ouvraient devant elle. Elle apprit que le respect des engagements était essentiel pour créer de solides amitiés. Une fois tous les défis relevés, le sortilège fut levé, et le temps reprit son cours. Aurore, transformée par ses aventures, partagea les leçons qu'elle avait apprises avec tout le royaume. La morale de l'histoire est que le temps, la prière, et le respect des engagements sont des trésors que nous devons chérir dans notre vie quotidienne. Grâce à ces valeurs, nous pouvons surmonter n'importe quel défi. Il était une fois, dans un royaume lointain, une belle princesse nommée Blanche-Neige. Jalouse de sa beauté, sa méchante belle-mère, la reine, tentait par tous les moyens de se débarrasser d'elle. Un jour, Blanche-Neige s'échappa dans la forêt profonde pour sauver sa vie. Épuisée, elle tomba sur une petite chaumière. Mais au lieu de trouver sept nains, elle y découvrit sept sages, chacun avec une leçon précieuse à enseigner. Le premier sage, Saphir, lui apprit la patience. Sache attendre le bon moment pour agir, lui dit-il. L'onyx, courageux, l'aida à surmonter ses peurs. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la force d'agir malgré elle, partagea-t-il. L'améthyste, toujours véridique, enseigna l'honnêteté. Une vie intègre mène au respect, expliqua-t-il. Ensuite, il y avait l'émeraude, généreux, qui montra comment donner sans compter. La vraie richesse est le cœur généreux, dit-il. Par la suite, le sage Topaze inculqua l'humilité. N'oublie jamais d'apprendre des autres, conseilla-t-il. L'égumarine, quant à elle, lui enseigna la gratitude. Sois reconnaissante pour chaque bénédiction, rappela-t-elle. Enfin, le rubis parlait de persévérance. Ne renonce jamais, murmura-t-il plein de sagesse. Un jour, un dragon redoutable sévit dans le village voisin, semant la terreur parmi les habitants. Blanche-Neige sut que c'était son épreuve pour appliquer les précieux enseignements des sages. Avec patience, elle attendit le moment parfait pour intervenir. Elle fit preuve de courage en affrontant le dragon, tout en restant honnête sur ses capacités. Elle mit en place un plan, partageant généreusement ses idées avec les villageois, et avec humilité, elle apprit des plus expérimentés. Remplie de gratitude pour l'aide qu'elle reçut, elle sut être persévérante, ne renonçant jamais face à l'immense créature. Finalement, le dragon fut vaincu, non par la force, mais par l'union des cœurs et des sagesses. La morale de cette histoire ? Chaque épreuve peut être surmontée grâce à des valeurs ancrées en nous, et c'est en les cultivant que nous devenons meilleurs et plus forts dans notre vie. Blanche-Neige apprit qu'avec patience, courage, honnêteté, générosité, humilité, gratitude et persévérance, elle pouvait transformer chaque obstacle en opportunité. Il était une fois, dans le paisible royaume d'Auroria, une princesse nommée Isabelle. Un jour, elle reçut un cadeau mystérieux, une horloge enchantée. Cette horloge n'était pas ordinaire, car chaque fois qu'elle sonnait, elle parlait à Isabelle, lui enseignant des leçons importantes sur la vie. Un matin, l'horloge chuchota, « Ma chère Isabelle, le temps est précieux. La première leçon est de l'apprécier. » Curieuse, Isabelle tourna la clé de l'horloge et fut transportée dans un monde magique rempli de défis et d'énigmes. Son premier défi était de sauver un village endormi par un sort de paresse. En examinant de près, Isabelle réalisa que les villageois avaient oublié la prière quotidienne qui leur apportait force et détermination. En menant une prière collective, elle réveilla le village endormi, apprenant ainsi que la spiritualité donnait de la force et de la clarté. Le deuxième défi l'amena devant un moulin arrêté depuis des années. La clé pour le faire fonctionner cachait une leçon d'engagement. Elle rencontra un vieux meunier qui lui expliqua que pour activer le moulin, elle devait respecter ses engagements de veiller sur les graines qui nourriraient son peuple. Une fois le moulin restauré, Isabelle comprit l'importance de tenir ses promesses, car chaque action a un impact. Le dernier défi était le plus difficile. Elle devait unir deux royaumes en conflit à cause d'un malentendu.
L'horloge lui murmura, le respect et la communication sont les clés de la paix. En écoutant et en parlant avec les deux royaumes, Isabelle parvint à négocier la paix, apprenant ainsi que le respect des différences et l'écoute active pouvaient résoudre les plus grands conflits. Finalement, de retour chez elle, l'horloge révéla le dernier mystère. Tu as compris que le temps est court et précieux. Utilise-le pour grandir, aimer et respecter ceux qui t'entourent. En souriant, Isabelle réalisa que le véritable enchantement était la sagesse qu'elle avait acquise. Et ainsi, avec chaque sonnerie de l'horloge, elle se souvenait des leçons apprises, la prière pour la force, l'engagement pour l'honneur et le respect pour la paix. L'aventure lui avait montré que la vraie magie résidait dans la sagesse et le respect du temps. Et ils vécurent heureux pour toujours, car Isabelle avait désormais en elle les valeurs qui font un bon dirigeant, et une vie bien vécue. Il était une fois, non loin du village de Brême, un âne nommé Alonso. Il avait travaillé dur toute sa vie pour un fermier sans jamais recevoir le moindre merci. Un jour, réalisant qu'il était sur le point d'être mis à la retraite de manière brutale, Alonso décida de s'échapper et de vivre une nouvelle aventure. Je vais devenir musicien à Brême, pensa-t-il. En chemin, Alonso rencontra un vieux chien nommé Rufus, triste et épuisé, qui avait été abandonné par son maître parce qu'il n'était plus assez rapide pour chasser. « Viens avec moi à Brême », proposa Alonso, « nous deviendrons musiciens ensemble. » Joyeux à l'idée d'une vie meilleure, Rufus accepta aussitôt. Plus loin, nos deux compères croisèrent une chatte grise du nom de Miel, qui fut chassée de sa maison pour avoir préféré les coussins douillets aux souris de la grange. « Joignons nos forces et formons un groupe », suggéra Rufus avec enthousiasme. Miel, séduite par la promesse d'aventure, miaula de joie et les suivit. Enfin, ils rencontrèrent un vieux coq du nom de Carlos, qui, épuisé à force de chanter pour réveiller tout le village, avait échappé de justesse à la casserole. « Rejoins-nous, Carlos, dit Alonso, nous avons besoin d'une voix comme la tienne. » Ensemble, ils formèrent une troupe qui, grâce à l'union de leurs talents uniques, créa la plus merveilleuse des musiques. Leur son résonnait si joyeusement qu'un jour, en passant près d'une maison abandonnée, ils effrayèrent un groupe de brigands qui y logeaient. Les bandits prirent peur et s'enfuirent à toute allure. Nos amis firent de cette maison leur nouveau foyer. Loin des épreuves passées, ils vivaient heureux, leur musique charmant tous ceux qui avaient la chance de passer à leur portée, démontrant ainsi que l'union peut transformer les difficultés en mélodies de joie et d'amitié. Ainsi, les musiciens de Brême apprirent que c'est ensemble, malgré leurs différences et leurs blessures, qu'ils pouvaient transformer leurs rêves en réalité. Il était une fois, dans une petite ferme loin de la ville, 4 animaux qui menaient une vie bien triste. Il y avait Coco le coq, qui perdait sa voix à force de chanter sans que personne ne l'écoute. Il y avait Grisou le chien, devenu trop vieux pour garder la maison et dont le maître ne voulait plus. Puis, il y avait Boubou l'âne, qui peinait sous le poids des charges trop lourdes que lui faisait porter son propriétaire, et enfin, Mimi la chatte, qui ne chassait plus aussi bien qu'avant et qui se voyait chasser de chez elle. Un jour, n'en pouvant plus de cette vie de misère, les 4 animaux décidèrent de quitter la ferme pour tenter leur chance ailleurs. Coco avait entendu parler d'une ville où l'on aimait la musique par-dessus tout, Brême. Nous pourrions y former un orchestre et chanter ensemble, proposa le coq avec enthousiasme. Les autres animaux, séduits par cette idée, marchèrent de bon cœur aux côtés de Coco. Chemin faisant, ils se mirent à répéter leurs talents. Coco chantait en haut des arbres, Grisou aboyait en rythme, Boubou beuglait avec force et Mimi miaulait une douce mélodie. Une nuit, alors qu'ils cherchaient un endroit où se reposer, ils aperçurent une maison éclairée. Curieux, ils s'approchèrent, par la fenêtre, virent une bande de voleurs festoyer autour d'une table pleine de victuailles. Les animaux décidèrent de donner un concert improvisé pour les effrayer. Coco vola jusqu'au toit et commença à chanter à plein poumon, Boubou se mit à braire de toutes ses forces. Grisou aboya si fort qu'il ébranla les murs, et Mimi fit un tel miaulement que les voleurs crurent à des monstres sortis de l'enfer.
Pris de panique, les voleurs s'enfuirent, abandonnant la maison et ses trésors aux animaux, qui en profitèrent pour s'installer confortablement. Les 4 amis découvrirent que non seulement ils avaient réussi à faire fuir les voleurs, mais ils avaient aussi trouvé une nouvelle maison où vivre ensemble en harmonie. Ils ne devinrent jamais musiciens à Brême, mais peu leur importait. Ce qu'ils avaient vraiment gagné, c'était une famille soudée et un doux foyer. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Blanche-Neige. Elle était connue pour sa beauté et sa bonté. Un jour, sa belle-mère jalouse, la reine maléfique, décida de l'éloigner pour toujours. Blanche-Neige s'enfuit dans la forêt sombre où elle découvrit une cabane en bois habitée par cette sage. Chacun d'eux lui promit de lui enseigner une valeur essentielle de la vie, la patience, le courage, l'honnêteté, la générosité, la gratitude et la persévérance. Nathanaël, le sage de la patience, enseigna à Blanche-Neige à attendre le moment propice avant d'agir. Amaury, le sage du courage, lui montra comment être brave face à l'adversité. Éloi, le sage de l'honnêteté, lui rappela l'importance de dire la vérité. Clarisse, le sage de la générosité, lui apprit à donner sans attendre en retour. Théodore, le sage de l'humilité, lui montra la beauté d'être humble. Léon, le sage de la gratitude, éclaira son cœur en valorisant ce qu'elle avait. Enfin, Mathis, le sage de la persévérance, lui inculqua de ne jamais abandonner. Un jour, en rentrant de sa promenade, Blanche-Neige fit face à une terrible tempête magique causée par sa belle-mère. Des arbres tordus et des vents violents l'empêchaient d'avancer. C'est alors qu'elle se souvint de l'enseignement des 7 sages. Elle y usa de patience pour attendre une accalmie, fit preuve de courage pour affronter le péril. Elle fut honnête en admettant ses peurs, usant de générosité en aidant un oiseau blessé malgré le danger alentour. Elle resta humble, reconnaissant que seule, elle ne pourrait y arriver. Elle exprima sa gratitude envers la nature et ne céda pas, persévérant jusqu'à atteindre la sécurité de la cabane. En triomphant de cette épreuve, Blanche-Neige apprit que ce n'était pas seulement la beauté extérieure qui importait. La morale de son aventure est que les valeurs que nous cultivons rendent notre monde intérieur aussi beau que notre apparence extérieure. Ainsi, chers enfants, rappelez-vous que la véritable force réside dans le cœur et que les qualités que vous cultivez feront briller votre vie dans toute tempête. Dans un petit village nommé Moustillon, vivait un jeune garçon nommé Théo. Théo était pauvre mais avait une chose précieuse, un chat nommé Lumi. Lumi n'était pas un chat ordinaire. Il était rusé et toujours prêt à aider son maître. Un jour, Théo et Lumi entendirent une triste nouvelle. Le père de Théo était tombé malade et les médicaments coûtaient très cher. Théo était très inquiet. Il se confia à Lumi, qui se faufila sur ses genoux en ronronnant doucement. « Ne t'inquiète pas, Théo, dit Lumi d'une voix douce que seul Théo pouvait entendre. J'ai un plan. » Aussitôt, Lumi se mit en action. Il enfila une petite paire de bottes rouges brillantes qu'il avait trouvées dans l'ancien grenier. Avec ses bottes, il semblait plus confiant et prêt à affronter le monde. D'abord, Lumi se rendit dans la forêt voisine. Il connaissait un endroit secret où les champignons rares poussaient. Grâce à son flair incroyable, il cueillit les meilleurs et les plus gros champignons. Ensuite, il alla voir le boulanger du village, une grande encyclopédie des remèdes naturels. Avec un sourire malicieux, Lumi proposa au boulanger d'échanger les champignons magnifiques contre une part de pain frais. En échange, pourrais-tu me donner aussi des herbes médicinales ? Demanda Lumi. Impressionné par l'unicité des champignons, le boulanger accepta l'échange. Avec des herbes magiques et du pain dans ses pattes, Lumi retourna chez Théo. Lumi prépara une potion spéciale avec les herbes. « Fais boire ça à ton père, conseilla Théil. Les herbes lui redonneront des forces. » Grâce à ce mélange, le père de Théo récupéra vite sa santé. Théo était ému et rempli de gratitude envers Lumi. Il savait que sans l'ingéniosité et la loyauté de son chat, il aurait perdu quelqu'un de très cher.
Théo et Lumi continuèrent à vivre ensemble dans le village, appréciant chaque jour comme un trésor. Et de cet épisode, tout le monde à Moustillon se rappela qu'une véritable loyauté couplée à de l'ingéniosité pouvait surmonter les plus grands défis. Il était une fois, dans une ville animée et bruyante, un garçon intelligent nommé Max. Max était le plus jeune d'une fratrie de 7 enfants. Ses parents, pris dans le tourbillon de la vie moderne, travaillaient durement pour subvenir aux besoins de leur famille, mais, malheureusement, ils étaient souvent débordés et distraits. Un jour, alors qu'ils étaient censés rentrer à la maison après l'école, Max et ses frères et sœurs se perdirent dans les quartiers enchevêtrés de la ville immense. Les ruelles semblaient toutes identiques, et les enfants se sentaient de plus en plus inquiets. Mais Max, avec son esprit vif, avait remarqué de petites choses en chemin. Il se souvenait des panneaux de signalisation, des graffitis particuliers, et même des bornes à incendie colorées. « Ne vous inquiétez pas, dit-il avec assurance, j'ai mémorisé notre chemin. » Max prit la tête du groupe, utilisant chaque détail de la ville comme un fil d'Ariane, pour retisser leur trajet perdu. En chemin, ils rencontrèrent des défis, des chiens errants qui aboyaient, des rues bondées à traverser, et même un ballon de football qui voulait les distraire. Mais Max restait concentré. Avec patience, il expliquait calmement à ses frères et sœurs comment rester en sécurité en traversant la rue et les rassurait contre la tentation d'aller jouer. Finalement, à force de détermination et de débrouillardise, Max réussit à ramener tout le monde sain et sauf à la maison. Ses parents étaient soulagés et extrêmement fiers de leur petit Max, qui avait prouvé son courage et son intelligence en sauvant ses frères et sœurs. Grâce à cette aventure, Max et sa famille avaient appris l'importance de rester ensemble et de se faire confiance, même dans les moments les plus déroutants. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts verdoyantes, un jeune homme nommé Pierre. Pierre était gentil, mais il n'avait pas beaucoup de chance dans la vie. Un jour, alors qu'il errait près de la rivière, il trouva un chaton aux yeux scintillants de malice. Pierre décida de garder l'animal et le nomma Filou. Filou n'était pas un chat ordinaire. Avec son pelage soyeux et ses petites moustaches frémissantes, il cachait une intelligence peu commune. Un jour, il entendit que le moulin du village allait fermer, ce qui menaçait de laisser Pierre sans travail ni nourriture. Déterminé à aider son maître, Filou élabora un plan. Il commença par se rendre dans la forêt et y attrapa un lapin qu'il amena en cadeau au seigneur du village. Cet humble présent vient de la part de mon maître, le marquis de Carabas, inventa promptement Filou. Le seigneur, flatté et amusé par l'idée de recevoir un cadeau si inattendu, accepta avec plaisir. Filou n'en resta pas là. Chaque semaine, il rapportait au seigneur des cadeaux, toujours en prétendant qu'il venait de ce mystérieux marquis. Petit à petit, une réputation grandissait pour le prétendu noble, mais plus important encore, le seigneur commença à envoyer des provisions à Pierre, curieux de sa générosité. La nouvelle de ce mystérieux bienfaiteur arriva même jusqu'à la cour du roi. Bientôt invité au château, Pierre, toujours sous le nom du marquis de Carabas, fut traité avec honneur. Mais Pierre ne savait pas comment agir dans la haute société. C'est là que Filou intervenait, conseillant Pierre en secret pour naviguer les intrigues et les coutumes de la cour. Grâce aux astuces et à la loyauté de Filou, Pierre ne gagna pas seulement l'amour de la princesse, mais trouva aussi un endroit dans le cœur du roi, qui lui offrit une position prestigieuse au palais. Et ainsi, avec son compagnon rusé à ses côtés, Pierre ne connut jamais plus le besoin ou la solitude. Quant à Filou, il fut reconnu comme un chat exceptionnel, admiré pour son ingéniosité et dorloté par ses 2 amis. Et ils vécurent heureux pour toujours, prouvant que parfois, un peu d'intelligence et beaucoup de loyauté peuvent transformer la vie de ceux que nous aimons.